Voilà, bonjour à tous. Donc je suis chef de clinique en gastroentérologie et j'ai aujourd'hui le plaisir de vous parler de cette nouvelle entité finalement à laquelle on est de plus en plus confronté avec l'avènement de l'immunothérapie qui est la colite induite par ce traitement. Nous parcourons tout au cours de cette présentation le cas clinique de Madame M, une dame de 55 ans diagnostiquée en août 2023 d'un carcinome mammaire droit, T2N1M0 lobulaire triple négatif, pour laquelle il a été entrepris un protocole de chimiothérapie par carboplatine et paclitaxel, ainsi qu'une immunothérapie associée par pembrolizumab. À la troisième dose, cette patiente développe une colite de grade 3. On verra après à quoi ça correspond également et comment est-ce qu'on a traité cela. Alors quelques généralités, voici les différentes immunothérapies qu'on utilise actuellement. Vous avez les anti-CTLA4 dont fait partie l'ipilimumab, les anti-PD-1 dont font partie le nivolumab et le pembrolizumab, ainsi que les anti-PD-L1 dont fait notamment partie l'atezolizumab. Finalement, toutes ces immunothérapies ont pour but, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, de stimuler l'activation de la cellule T, son activité cytotoxique et antitumorale. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a différents effets indésirables qui peuvent toucher une kyrielle d'organes avec un tropisme qui diffère un peu selon l'immunothérapie. Vous pouvez voir que les anti-CTLA4 sur la colonne de gauche touchent particulièrement le tube digestif, alors que les anti-PD-1 ont un tropisme plutôt pour d'autres organes, bien que les deux puissent être, tout organe puisse être touché par les deux mécanismes d'immunothérapie. Pour ce qui concerne le tube digestif, vous pouvez voir que tant pour la diarrhée que la colite, finalement vous avez une augmentation des effets indésirables qui est croissante avec l'utilisation d'un anti-PD-1, d'un anti-CTLA4 et encore plus si on a une combinaison de ces deux immunothérapies. Pour ce qui est de la physiopathologie, eh bien en fait, elle est très similaire sur certains points à celle des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, si ce n'est qu'elle dépend finalement de l'utilisation de ces traitements. Elle se développe en jours et en semaines après l'administration de l'immunothérapie. Il y a toute une multitude de cellules inflammatoires et de cytokines pro-inflammatoires qui sont en jeu, dont celle qui est la pierre angulaire finalement de cette réaction est l'interféron gamma. Et beaucoup de papiers étudient finalement le rôle de la dysbiose. Est-ce plutôt une cause ou une conséquence de cette entité? C'est encore débattu, mais j'y reviendrai après avec quelques diapositives. En ce qui concerne la présentation clinique, vous avez ici la terminologie finalement qui harmonise un peu les effets indésirables et traitements anticancéreux, qui code tant la diarrhée que la colite d'un grade 1 à un grade 4, et qui finalement est assez similaire à la présentation d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Vous avez, en ce qui concerne la diarrhée, le grade 1 qui est une augmentation de moins de 4 selles par rapport au transit habituel. Le grade 2, c'est une augmentation de 4 à 6 selles par rapport au transit habituel. Et dès le grade 3, eh bien, vous avez une augmentation conséquente qui se solde d'un impact conséquent sur la qualité de vie du patient avec une incontinence, l'incapacité de prendre soin de lui-même, d'exercer ses activités de la vie quotidienne et qui se solde régulièrement par une hospitalisation. Et le grade 4, eh bien, c'est les conséquences qui mettent en péril son pronostic vital, comme les troubles électrolytiques sévères ou des troubles hémodynamiques. Pour la colite, les grades 1 souvent est asymptomatique et c'est en réalité des biomarqueurs inflammatoires qui la dépistent. Pour le grade 2, c'est les douleurs abdominales associées à du sang dans les selles ou à du mucus. Et le grade 3, eh bien, finalement, c'est une sévérité des symptômes précédents avec le développement d'un état fébrile et puis d'un abdomen péritonitique et qui peut se solder de conséquences néfastes mettant en jeu son pronostic vital comme une perforation, une ischémie mésentérique, des saignements digestifs ou le mégacolon toxique. Je vous ai mis ici l'incidence de la perforation digestive. Vous voyez que même si c'est peu sévère, eh bien, malgré tout, ce sont des conséquences qui nécessitent d'avoir recours à une chirurgie en urgence. Alors, quels sont les facteurs de risque? Eh bien, il y en a plusieurs qui ont été identifiés, en particulier avec les immunothérapies de type anti-CTLA4, notamment la dose de l'immunothérapie, l'utilisation concomitante d'AINS, s'il y avait une MICI préexistante qui était quiescente. On verra par la suite que certaines souches de microbiote sont plus associées au développement d'une colite immunomédiée, en particulier avec les anti-CTLA4. Et le type de tumeur, donc l'histologie tumorale est également impliquée,
Vous pouvez voir que par exemple le mélanome on fait plus volontiers que le cancer pulmonaire non à petites cellules ou que le carcinome rénal à cellules claires, en particulier avec les anti-PD-1. En faisant cette présentation, j'ai découvert que l'âge finalement n'augmentait pas le risque de toxicité. Vous avez ici dans l'histogramme les différentes tranches d'âge représentées par différentes couleurs. Et vous voyez que quel que soit l'organe concerné, les patients plus jeunes qui ont un système immunitaire peut-être plus actif ou les patients plus âgés qui peuvent être plus fragiles n'ont pas l'air d'avoir une différence statistiquement significative dans la survenue d'une toxicité d'immunothérapie en lien avec leur âge. Et quand est-ce que ces toxicités surviennent? Eh bien, vous avez ici la courbe en bleu qui montre les toxicités au niveau du tube digestif. Elles commencent en général à partir de la 2e dose, soit la 6e semaine. Ça peut être dès les premiers jours, voire plusieurs mois après. C'est ce que vous pouvez voir ici avec ces nuages de points. Si on a une combinaison d'immunothérapie, ça commence beaucoup plus tôt que si on a une monothérapie. Mais vous pouvez voir que finalement, même 6 mois ou 2 ans plus tard après une immunothérapie, vous pouvez avoir des effets indésirables qui surviennent malgré tout, laissant penser qu'il y a une modification finalement qui persiste dans le temps et qui perdure avec ces immunothérapies au niveau du système immunitaire, même si cette dernière a été arrêtée. Je n'aborderai pas aujourd'hui les toxicités hépatobiliaires, mais ce que vous pouvez voir sur cette ligne jaune, c'est qu'elles ont tendance à débuter un peu plus tard et surtout à perdurer dans le temps par rapport au tube digestif. Alors ensuite, la façon de procéder pour les diagnostiquer s'apparente également sensiblement à celle des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est-à-dire qu'il vous faut une clinique particulière, des biomarqueurs inflammatoires. On s'aide régulièrement de la radiologie et l'endoscopie et l'histologie ont un rôle primordial que j'aborde tout à l'heure. Avant ça, quel est le diagnostic différentiel? Eh bien, en général, on cherche à exclure une colite infectieuse avec les entéropathogènes classiques, le Clostridium difficile, le cytomégalovirus, les colites médicamenteuses, qu'elles soient liées aux INS, à différentes chimiothérapies ou aux CELSEPT. On s'intéresse toujours à savoir quels sont les antécédents du patient, notamment y avait-il une maladie inflammatoire chronique de l'intestin mais qui était quiescente pendant de longues années et non traitée. Le patient a-t-il des raisons d'avoir une diverticulite, une maladie du greffon contre l'hôte? Parfois il y a des patterns qui s'apparentent à celui d'une colite microscopique, que ce soit la maladie cœliaque, une colite à collagène ou lymphocytaire. Et enfin, les colites plutôt à pattern ischémique ou induites par les radiothérapies externes. Vous avez ici les recommandations européennes d'oncologie qui vous résument très bien ce qu'il faut faire quand on a une suspicion d'une colite immunomédiée. Mais en résumé, finalement, les investigations dépendent de la sévérité clinique du patient. Et en général, ce qu'on cherche à faire en premier lieu, c'est d'exclure une surinfection et de ne pas retarder le bilan pré-immunosuppression si on pense qu'une corticothérapie prolongée ou un traitement biologique va être requis. Si je prends le grade 1, donc rappelez-vous, c'est une augmentation de moins de 4 selles par rapport au transit intestinal habituel. On vous demande finalement surtout d'avoir un monitoring clinique, mais pas de faire de plus amples investigations et surtout de s'assurer que le patient ne va pas s'aggraver. Dès le grade 2, donc dès une augmentation de 4 à 6 selles par rapport au transit intestinal habituel, on exclut une surinfection avec les entéropathogènes classiques, le Clostridium difficile, une virémie ACMV, et on teste les biomarqueurs, que ce soit la calprotectine fécale, une formule sanguine complète ou la CRP. Enfin, le bilan pré-immunosuppression constitué du quantiféron, des hépatites virales, et vous voyez dès le grade 2 le recours à une endoscopie pour évaluer la sévérité endoscopique et histologique de la colite. Pour le grade 3 ou 4, eh bien, ce sont les mêmes investigations, si ce n'est qu'on exerce un monitoring beaucoup plus rapproché et qu'il ne faut pas hésiter à répéter l'endoscopie pour avoir un monitoring de ce qui se passe ou pour comprendre pourquoi est-ce qu'un patient ne répond pas à un traitement. Vous le verrez par la suite. Le recours à la radiologie, en particulier au CT abdominal, doit être fait quand on a une colite sévère aiguë, donc au-delà d'un grade 3, et la suspicion d'une complication, que ce soit une perforation, le mégacolon toxique ou un abcès. La sémiologie radiologique vous est indiquée ici avec la flèche rouge par rapport au côlon et la flèche verte au niveau de l'iléon terminal. On a régulièrement un engorgement des vaisseaux mésentériques, un épaississement pariétal, un rehaussement muqueux et une distension de la paroi, bien que tous ces signes soient complètement aspécifiques à la colite à l'immunothérapie. Pour ce qui est de l'endoscopie, je vous ai mis sur les images de droite finalement l'aspect d'un côlon qui est dépourvu de toute inflammation.
pouvez notamment voir cette trame vasculaire qui s'apparente un peu au vénule d'une feuille. Et vous avez ici finalement l'aspect qu'on peut avoir en cas d'inflammation. La patiente du dessus est une patiente qui a une rectocolite hémorragique en poussée sévère et qui aura une coloprotectomie dans les jours qui suivent. Et la patiente du dessous est c'est la patiente dont j'ai parlé en début de présentation, donc une colite médiée par l'immunothérapie de grade 3. Vous pouvez voir que dans les deux cas, on a une disparition de la trame vasculaire à cause de l'œdème pariétal, un érythème diffus, des érosions et des ulcères qui confluent et qui sont recouverts de fibrine, c'est ce que vous voyez en blanc. Et toutes ces modifications, finalement, atteignent la plupart du temps le côlon distal, ce qui fait que théoriquement, une rectosigmoïdoscopie pourrait suffire. Elles atteignent l'intégralité du côlon dans les 2/3 des cas, et elles montent en un seul tenant également dans la plupart des cas. Attention, des iléites isolés peuvent avoir lieu, environ un patient sur 10, ce qui fait que là, le recours à une iléocoloscopie est primordial pour poser le diagnostic. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les modifications endoscopiques en un seul tenant avec l'aspect granulaire que vous avez sur l'image de gauche sont plus typiques de la rectocolite hémorragique, ou du moins si apparentes, et sont plus régulièrement vues avec les anti-CTLA4, alors que l'inflammation focale entrecoupée de muqueuses saines qui ressemble passablement à celle d'une maladie de Crohn sont plus fréquents avec les anti-PD-1. Pour ce qui est de l'histologie, la présentation est multiple. Si vous regardez le graphique de droite, vous voyez qu'en noir, vous avez un patient sur 10 qui a un pattern histologique qui s'apparente à celui d'une colite aiguë. Si vous prenez les patients en rose ou en jaune, eh bien, ça s'apparente à une colite microscopique, qu'elle soit lymphocytaire ou à collagène. Un tiers des patients en vert auront un pattern ressemblant à une colite médicamenteuse à INS ou infectieuse. Et un tiers des patients en violet auront un pattern qui s'apparentera à celui d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Pour compliquer la chose, les chevauchements sont possibles, aucun signe n'est pathognomonique, et ce qui peut aider le pathologue à faire la distinction entre une maladie préexistante quiescente comme une MICI ou une colite lymphocytaire et un effet indésirable lié à l'immunothérapie, c'est la présence de corps apoptotiques qui penchent plutôt en faveur de l'effet indésirable de l'immunothérapie. Tout ça est donc à intégrer au contexte clinique. Je reviens aux recommandations européennes d'oncologie et finalement sur la prise en charge en fonction du stade de sévérité. Si je reprends le grade 1, on vous demande d'avoir un traitement symptomatique avec un régime pauvre en fibres, l'utilisation de psyllium et de l'opéramide, éventuellement de spasmolytiques, et surtout on maintient l'immunothérapie. Si on a un échec de cette prise en charge au bout de 15 jours ou si on a un grade 2, on arrête à partir de ce stade-là l'immunothérapie, on poursuit le traitement symptomatique et on y ajoute une corticothérapie orale. 5 à 7 jours plus tard, si on n'a toujours pas de résolution ou de réponse clinique du moins, ou qu'on a un grade 3 ou 4, on maintient toujours l'arrêt de l'immunothérapie. La corticothérapie se donne cette fois-ci par 1 mg kg par jour de Solu-Medrol. Et vous voyez qu'à chaque fois, on réduit la durée avant la réévaluation. Si 3 à 5 jours plus tard, il n'y a toujours pas de réponse, on passera à une escalade thérapeutique avec des traitements biologiques. Je vous ai mis ici les doses recommandées en ce qui concerne l'opéramide, les durées de sevrage recommandées pour la corticothérapie orale et les précautions d'usage avec lesquelles vous êtes familière en cas de corticothérapie prolongée. Et donc le dernier encadré de cet algorithme que vous avez ici en bas, ce sont tous les grades 2 ou plus finalement qui sont réfractaires à la corticothérapie ou chez des patients qui rechutent rapidement. Vous voyez qu'on vous demande de considérer l'infliximab qui est un anti-TNF, le vedolizumab qui est un biologique anti-intégrine, et qu'en cas d'échec de ces traitements, eh bien, toutes sortes d'autres méthodes ou d'autres molécules ont été étudiées dans de petits collectifs dans la littérature. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que la colectomie, malheureusement, en cas de nécessité, est bien nécessaire et à ne pas différer. Alors ça, c'est une diapositive issue des traitements des MICI. Vous avez un peu toutes les molécules qui peuvent être utilisées avec leur mécanisme d'action. Je vous ai encadré ici l'anti-TNF-alpha avec l'infliximab qui bloque donc le TNF-alpha et qui bloque donc l'activation de la cellule T.
avec une action finalement assez rapide. L'anti-intégrine, dont fait partie le vedolizumab, c'est un anticorps qui va bloquer cette intégrine alpha-4 bêta-7 qui est propre en fait à l'épithélium, enfin qui permet la sortie dans les tissus coliques et rectaux. Si vous bloquez cette liaison, le lymphocyte T reste dans le vaisseau et ne peut pas être extravasé. Ce qui fait que tous les lymphocytes T en place restent actifs, mais on empêche l'arrivée de nouveaux lymphocytes T. Et vous comprendrez donc que ça procure une immunosuppression sélective, ce qui peut être intéressant pour des patients très fragiles, mais avec un départ différé, un effet différé par rapport à celui de l'infliximab. C'est ce que vous pouvez voir également sur ce graphique. Vous avez une réponse, vous voyez, dans les premiers jours de la première semaine à l'infliximab, alors que la réponse attendue pour le vedolizumab se fait plutôt à partir de la 6e semaine. Je vous ai mis ici les protocoles d'administration de ces deux traitements. Vous voyez que dans la plupart des cas, vous avez une très bonne rémission clinique qui couvre presque 90% des patients. En général, on donne 3 doses d'induction aux semaines 0, 2 et 6 avec la possibilité de donner plus de doses si nécessaire dès la semaine 14 avec des intervalles de 4 à 8 semaines, que ce soit pour l'infliximab ou le vedolizumab. Alors la durée de la biothérapie, ça c'est une question qui est souvent assez épineuse et qui doit finalement être prise au cas par cas. Elle dépend de la clinique et des biomarqueurs. On attend souvent une réponse clinique dans la première semaine. Parfois, une dose peut suffire. Et j'espère vous convaincre par la suite que l'endoscopie et l'histologie sont capitales en fait, pour diriger la durée de ces traitements. Alors, quelle quantité, quelle proportion de patients est-ce que cela concerne? Vous avez ici une grande cohorte anglaise de patients qui ont tous un grade supérieur à 2 de leur colite immunomédiée. Vous pouvez voir que ça concerne entre un patient sur 5 et un patient sur 4 dont les corticoïdes ne seront pas suffisants et qui auront un traitement biologique. Vous avez ici la durée de la corticothérapie en fonction du stade de sévérité clinique de la diarrhée ou de la colite. Et ce qu'on peut voir finalement, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre la durée des corticoïdes employés et le stade de sévérité clinique. C'est valable aussi sur l'absence de corrélation pour la prédiction du recours à une biothérapie. Et c'est valable aussi pour la CRP, l'hémoglobine et l'albumine. Alors que les scores de sévérité endoscopique, que ce soit l'UCEIS ou le score Mayo, ou également le score histologique de Nancy, eux ont une corrélation, enfin sont intimement corrélés finalement à la durée de la corticothérapie. On peut prédire ceux qui auront besoin d'infliximab. D'où mon incitation à nous adresser les patients quand vous les avez au-delà du grade 2. J'extrapole ça aussi avec les guidelines américaines de gastro-entérologie vis-à-vis de cette entité. On va se focaliser simplement sur les encadrés en rouge, qui sont le rôle de l'endoscopie pour évaluer la sévérité, mais également qui se répètent selon leur protocole après 3 doses de biologique pour savoir si on arrête ou si on peut poursuivre ces traitements. L'évolution est en général très bonne, que ce soit au corticoïde ou à l'infliximab. Vous voyez que malgré tout, environ 1 patient sur 10 ne répondra à aucun de ces traitements. Et c'est là que rentre en jeu tout l'armamentarium finalement des traitements pour les MICI, avec quelques rares cas également rapportés concernant d'autres immunosuppressions ou la transplantation fécale que j'illustrerai tout de suite, et le recours à la chirurgie, mal entendu, si on a une complication nécessitant d'y recourir en urgence. Alors on est souvent assez frileux en tant que gastro-entérologue de mettre un traitement immunosuppresseur comme un anti-TNF chez des patients qui ont une maladie oncologique active. Ce qu'on peut voir sur le graphique du haut, c'est le volume tumoral finalement d'un cancer cutané qui développe une colite immunomédiée qui a besoin d'anti-TNF. Et ce qu'on peut voir finalement, c'est que le volume tumoral diminue malgré l'utilisation de l'anti-TNF, avec les 3 flèches ici qui sont le premier cycle d'immunothérapie finalement qui a été interrompu quand il y a eu la colite et qui est repris. Vous pouvez voir qu'il y a une très bonne réponse qui se maintient dans le temps. De même, on a aussi observé que finalement les patients qui développaient des colites immunomédiées, c'est en quelque sorte des patients à qui on a surstimulé le système immunitaire, qui ont donc une activité cytotoxique plus importante. Et vous pouvez voir que leur courbe de survie, ici en trétillé, est meilleure que celle des patients qui n'ont pas développé la toxicité. Et si j'extrapole ça, finalement, ceux qui ont recours à une biothérapie eh bien, ont également une meilleure courbe de survie que ceux qui n'en ont pas eu recours. Ça, c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'études en cours pour déterminer quelles souches microbiennes
peuvent être associés à une réponse antitumorale ou à une colite immunomédiée, et ce qui a même conduit finalement à la publication de plusieurs case reports de transplantation fécale. Vous avez ici 2 patients qui étaient réfractaires aux stéroïdes, à l'infliximab et au vedolizumab, et vous pouvez voir au gré des photos endoscopiques après 1 ou 2 transplantations fécales qu'on a une rémission complète, une diminution de la densité des cellules inflammatoires et de leur quantification sur les biopsies. Je reprends maintenant le cas clinique que je vous ai énoncé en début de présentation. Donc cette dame de 50 ans avec une colite immunomédiée de grade 3. On est ici en août 2023. Elle reçoit 3 doses d'immunothérapie, donc de pembrolizumab, et elle développe rapidement cette colite. Vous avez sur cette courbe en bleu finalement toutes les valeurs de calprotectine fécale. Vous voyez qu'ils peuvent monter très haut, au-delà de 2000 microgrammes par gramme. Elle est mise assez rapidement sous une corticothérapie systémique. En fait, c'est une dame qui a 3 mois de corticoïdes Péros sans effet quand on la rencontre. Un traitement d'infliximab a été débuté dans une clinique privée. Et quand on fait sa connaissance en janvier 2024, eh bien, vous voyez l'étendue des dégâts finalement au niveau endoscopique. Alors on débute un sevrage de corticoïdes, on lui double la dose d'infliximab de 5 à 10 mg kg, on lui réduit l'intervalle entre chaque dose de 8 à 4 semaines. Et on peut voir qu'au gré des doses, finalement, on obtient une diminution des biomarqueurs, une amélioration sensible de l'endoscopie en avril 2024 et une rémission de cette dernière en août. Et la patiente est actuellement en rémission de sa colite et puis également en rémission de son cancer tumoral au niveau mammaire. Alors quand ça arrive, quel est le risque de récidive? Faut-il ou ne faut-il pas reprendre l'immunothérapie? C'est des discussions qu'on a régulièrement de façon multidisciplinaire. Vous voyez qu'après un effet indésirable gastro-intestinal, en général, ils reviennent dans un tiers des cas, en particulier si la première ligne était un anti-PD-1, si les deuxièmes lignes de traitement sont des anti-CTLA4 ou des combinaisons. Vous avez ici quelques chiffres que j'ai pu retrouver dans la littérature, je pense qu'ils seront surtout intéressants pour mes collègues oncologues. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette réintroduction de l'immunothérapie se fait au cas par cas et en discussion multidisciplinaire. Alors, existe-t-il des formes chroniques? Eh bien, ici, vous avez une cohorte d'un grand hôpital parisien qui traite spécifiquement cette entité. Puis, vous pouvez voir que finalement, dans leur cohorte, 8% des patients ont une inflammation qui persiste 6 mois après l'introduction de l'immunothérapie et 4% de ces patients ont besoin d'un traitement de fond qui finalement se comporte comme une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et que faire si cette entité est présente comme comorbidité avant la survenue le diagnostic du cancer ou le début de l'immunothérapie? C'est une question qui nous est également souvent posée. Vous voyez que dans cette méta-analyse, finalement, on a un risque de poussée inflammatoire chez les patients MICI de 40% si une immunothérapie est introduite, 17% chez les gens qui n'avaient pas de traitement de fond, donc il y avait probablement une maladie quiescente et peu sévère, 50% chez ceux qui avaient un traitement de fond et donc probablement une maladie plus active et plus agressive. Et ça, c'est un résumé du consensus du groupe français qui s'intéresse au MICI, qui recommande de faire systématiquement une évaluation avant l'introduction de l'immunothérapie. Sachez que ce n'est pas une contre-indication si le patient est en rémission clinique, qu'il faut poursuivre le traitement de fond, que les patients qui n'ont pas de traitement n'ont pas d'indication à une prophylaxie, car probablement une MICI moins sévère. En cas de maladie active et si possible, en accord avec l'oncologue, de retarder un peu l'initiation de l'immunothérapie. Et évidemment, en cas de flair, on arrête l'immunothérapie puis le re-challenge n'est pas recommandé. Donc en conclusion, j'espère vous avoir montré qu'il y a tout un spectre de sévérité d'effets indésirables au niveau du tube digestif de l'immunothérapie, que le traitement se fait selon la sévérité, qu'il soit symptomatique ou qu'on ait recours à des immunosuppresseurs. J'espère également vous avoir montré l'importance de l'endoscopie et de l'histologie d'Elgrad de sévérité 2 et que tout cela, je pense finalement la collaboration multidisciplinaire est primordiale et à cet effet, donc j'annonce en collaboration avec Asma Ben Aïssak, un colloque a priori multidisciplinaire devrait bientôt avoir lieu dès février 2025, tous les lundis, pour les traitements de ces divers effets indésirables, traitements oncologiques. Voilà, merci de votre attention.